Kansas, 15 mars 1944. La chaleur du Kansas écrasait déjà la piste en ce début de matinée printanière. Le capitaine Robert Morgan ajusta ses lunettes de vol et vérifia une dernière fois ses instruments. Autour de lui, le géant argenté du B-29 Superfortress brillait sous le soleil levant. Ses 4 moteurs R3-350 imposants, promettant une puissance que l'Amérique n'avait jamais connue auparavant. C'était censé être un vol d'entraînement de routine. Juste un autre jour à Pratt Army Airfield, juste une autre série de manœuvres pour préparer les équipages au combat qui les attendaient dans le Pacifique. Morgan n'avait aucune idée qu'en moins de 20 minutes, il regarderait son bombardier de 600 000 $ se transformer en brasier. Le 4e cette semaine seulement. Il ne savait pas non plus que la solution à ce cauchemar viendrait d'un homme qui n'avait même pas terminé ses études secondaires. Le contrôle de la tour crépita dans son casque. Superfortress 3-4, vous êtes autorisé pour le décollage, piste de 7. Roger, tour, 3-4 commence sa course. Morgan poussa les manettes des gaz vers l'avant. Les 4 Wright R3-350 rugirent à l'unisson. 8800 chevaux combinés de puissance brute américaine. L'avion commença à rouler, prenant de la vitesse le long de la piste interminable. À 120 nœuds, Morgan tira doucement sur le manche. Le nez se leva, les roues quittèrent le béton, et pendant un moment glorieux, tout était parfait. Puis le moteur numéro 3 explosa en flammes. Ce n'était pas une petite fumée ou une surchauffe mineure. C'était un enfer instantané et furieux. Des flammes oranges et jaunes jaillirent du capot moteur, léchant l'aile avec une férocité qui fit battre le cœur de Morgan à tout rompre. La fumée noire suivit, épaisse et huileuse, obscurcissant sa vue latérale. « Feu moteur 3 !» cria son copilote. « Température hors limite !» Morgan ne paniqua pas. Il avait survécu à 27 missions de combat en Europe aux commandes d'un B-17. Il connaissait les procédures d'urgence par cœur. Sa main se déplaça avec une précision automatique vers le mélange de carburant du moteur 3, le coupant immédiatement. Puis il frappa le bouton du système de suppression d'incendie. Rien ne se passa. Les flammes continuèrent de rugir, plus féroces maintenant, commençant à faire fondre les rivets qui maintenaient le capot moteur en place. Morgan sentit la sueur couler dans son dos, pas à cause de la chaleur du Kansas, mais à cause de la terreur pure et froide qui s'emparait de lui alors qu'il réalisait que le système d'extinction ne fonctionnait pas. « Tout le monde dehors !» hurla-t-il dans l'interphone. « Évacuation d'urgence, maintenant !» Son équipage avait pratiqué cette procédure des dizaines de fois. En 45 secondes chrono, 11 hommes étaient sortis de l'avion et couraient à travers le champ d'herbe adjacent à la piste, mettant autant de distance que possible entre eux et ce qui était maintenant essentiellement une bombe volante de plusieurs tonnes remplies de carburant d'aviation. Les camions de pompiers arrivèrent 3 minutes plus tard, leurs sirènes hurlant, leurs équipages sautant avant même que les véhicules ne s'arrêtent complètement. Mais c'était trop tard. Le feu avait fait fondre le longeron principal de l'aile, la structure en aluminium qui donnait à l'aile sa force. L'avion entier devrait être mis au rebut. Morgan se tenait à 50 mètres de distance, les mains sur les hanches, regardant 600 000 $ de technologie militaire de pointe se transformer en ferraille tordue. Mais ce n'était pas l'argent qui le rongeait. C'était le fait absolument terrifiant que ceci était le Kansas. Ce n'était pas Tokyo. Ce n'était pas Okinawa. C'était le Kansas, et son avion venait de s'auto-détruire sans qu'un seul Japonais ne tire un coup de feu. Derrière lui, son copilote murmura ce que tout le monde pensait. Comment sommes-nous censés gagner une guerre si nos propres avions nous tuent avant même que nous puissions combattre? Chapitre 1. Le rêve de l'Amérique et son cauchemar. Dans les salles immaculées du Pentagone à Washington, D.C., le général Henry Hap Arnold fixait un rapport qui le remplissait d'une angoisse grandissante. Arnold, commandant général des forces aériennes de l'armée américaine, était un homme habitué aux mauvaises nouvelles. La guerre en Europe faisait rage depuis plus de 4 ans. Le Pacifique était un bain de sang. Mais ce rapport était différent.
Ce rapport concernait le B-29. Et le B-29 était censé être l'arme miracle qui gagnerait la guerre contre le Japon. Le Boeing B-29 Super Fortress n'était pas simplement un autre bombardier. C'était le projet militaire le plus ambitieux et le plus coûteux de l'histoire américaine. Plus cher que le projet Manhattan qui développait la bombe atomique. Plus complexe que n'importe quel avion jamais construit. Avec une envergure de 141 pieds, une longueur de 99 pieds, et capable de transporter 20 000 livres de bombes sur 3250 miles, c'était un géant technologique. Ces 4 moteurs Wright R3350 Duplex Cyclone étaient les moteurs radio les plus puissants jamais créés. Chacun produisait 2200 chevaux, propulsant le géant argenté à plus de 350 miles par heure à 30 000 pieds d'altitude. À cette hauteur, le B-29 volait au-dessus de la portée de la plupart des chasseurs japonais et bien au-delà de la portée effective de la flak anti-aérienne. C'était le bombardier qui allait apporter la guerre au cœur du Japon, frappant Tokyo même avec une impunité totale. C'était l'avion qui allait forcer l'empereur Hirohito à se rendre sans avoir besoin d'une invasion coûteuse des îles japonaises. C'était l'arme miracle, sauf que l'arme miracle était en train de tuer plus d'Américains que de Japonais. Arnold relut les statistiques, espérant avoir mal compris la première fois. Il ne s'était pas trompé. Sur les 175 premiers B-29 livrés aux forces aériennes de l'armée, 16 avaient complètement brûlé. 47 autres avaient subi des incendies moteurs majeurs. Le taux de défaillance moteur était de 35%. 35%. Cela ne ressemblait à aucune statistique de défaillance qu'Arnold avait jamais vue pour un avion de production. Les prototypes avaient des problèmes. Les premiers modèles avaient des bugs. Mais un taux de défaillance catastrophique de 35% sur des avions de production censés être prêts au combat, c'était sans précédent. Le téléphone sur son bureau sonna. C'était le président Roosevelt. « Ap !» dit la voix familière, teintée de fatigue et de douleur chronique. « Donnez-moi de bonnes nouvelles sur le B-29. » Arnold ferma les yeux. « Monsieur le Président, nous avons des défis. » « Des défis. » La voix de Roosevelt était plate. « Ap, j'ai promis à Staline à Téhéran que nous bombarderions le Japon d'ici l'été. J'ai dit au peuple américain que nous avons un super bombardier qui va gagner cette guerre. Maintenant, dites-moi que des défis ne signifient pas ce que je pense que cela signifie. Les moteurs surchauffent, monsieur. Les cylindres arrière atteignent des températures critiques. Nous avons des incendies, beaucoup d'incendies. Un long silence suivit. Puis, combien de temps pour régler cela? Boeing et Wright Aeronautical travaillent à 24 heures sur 24. Nos meilleurs ingénieurs. Combien de temps? Ap. Ils disent qu'ils ne peuvent pas le résoudre sans une refonte complète du moteur. 18 mois minimum. 18 mois. La voix de Roosevelt était glaciale maintenant. Ap, en 18 mois, les Japonais auront fortifié chaque île entre ici et Tokyo. En 18 mois, nous aurons perdu 100 000 autres soldats dans le Pacifique. En 18 mois, cette guerre sera peut-être perdue. Monsieur le Président, je comprends. Non, vous ne comprenez pas. Roosevelt éleva rarement la voix, mais maintenant, il le fit. L'Amérique a dépensé 3 milliards de dollars sur ce programme. 3 milliards. Plus que sur la bombe atomique. Et vous me dites qu'il ne fonctionne pas? Nous allons le réparer, monsieur. Vous avez jusqu'en juin. Pas 18 mois, juin. Trouvez un moyen, Ap. Trouvez n'importe quel moyen. Parce que si le B-29 échoue, nous perdons le Pacifique. La ligne se coupa. Arnold resta assis dans son bureau, regardant par la fenêtre les monuments de Washington. Quelque part là-bas, des milliers de soldats s'entraînaient, se préparaient, se sacrifiant pour la guerre. Et ici, il était assis avec un avion qui coûtait plus qu'un porte-avions et qui ne pouvait même pas voler de Kansas à Californie sans prendre feu. Il attrapa le téléphone et appela Wright Field, à Dayton, Ohio. « Mettez-moi en contact avec tous les ingénieurs travaillant sur le problème R3350. Tous. Je ne me soucie pas s'ils mangent, dorment ou prient. Je veux une solution, et je la veux maintenant. » Chapitre 2. L'enfer des cylindres arrière. À l'usine Boeing à Wichita, Kansas,
L'ingénieur en chef Edmund Allen se tenait devant un moteur R3350 démonté, essayant de comprendre comment quelque chose d'aussi magnifiquement conçu pouvait être aussi mortellement défaillant. Allen était une légende dans l'aviation. Il avait effectué le premier vol du B-17. Il avait testé plus d'avions de combat que quiconque vivant. Mais le R3350 le défiait d'une manière qu'aucun autre moteur ne l'avait jamais fait. Le moteur était une merveille d'ingénierie. 18 cylindres disposés en 2 rangées de 9, formant la configuration duplex cyclone distinctive. Chaque cylindre était une œuvre d'art en aluminium et acier, usiné avec des tolérances mesurées en millièmes de pouce. Le vilebrequin seul pesait 200 livres et nécessitait 3 mois pour être forgé et équilibré. Lorsqu'il fonctionnait correctement, le R3350 était le moteur le plus puissant jamais monté sur un avion de production. Il pouvait emmener le B-29 à des altitudes où l'air était si rare que les membres d'équipage devaient porter des masques à oxygène en permanence. Il pouvait maintenir une puissance de croisière pendant 8 heures, assez longtemps pour bombarder Tokyo et revenir à Saipan. Mais il ne fonctionnait pas correctement. Il ne fonctionnait pas correctement du tout. Allen pointa un thermomètre vers les cylindres arrière du moteur démonté devant lui. « Regardez ceci », dit-il à son équipe d'ingénieurs rassemblés. « Les cylindres avant montrent une décoloration thermique normale. Les ailettes de refroidissement sont légèrement brunies par la chaleur, exactement comme nous nous y attendons. Maintenant, regardez les cylindres arrière. » Les ingénieurs se penchèrent. Les cylindres arrière étaient complètement décolorés, du brun au noir en passant par le bleu irisé qui indiquait une chaleur extrême. Certaines des ailettes de refroidissement en aluminium étaient déformées. Une culasse présentait de minuscules fissures. Température de fonctionnement normale pour ces cylindres arrière, 550 degrés Fahrenheit, continua Allen. Pendant le décollage et la montée, 650 degrés. Savez-vous à quelle température l'aluminium commence à perdre sa résistance structurelle? 500 degrés, dit l'un des ingénieurs plus jeunes. Exact. À 500 degrés, l'aluminium commence à ramollir. À 550, les soupapes d'échappement commencent à se déformer. À 600, nous avons une défaillance catastrophique. Les pistons se grippent, les bielles se brisent. Et une fois que cela commence, vous avez environ 30 secondes avant que l'huile chaude n'éclabousse les surfaces chaudes et que tout le moteur ne prenne feu. Pourquoi les cylindres arrière sont-ils tellement plus chauds que les cylindres avant? Demanda un autre ingénieur. Allen soupira. C'est le problème à $1 million, littéralement. Les cylindres avant reçoivent de beaucoup d'air de refroidissement. L'air d'impact entre par l'avant du capot moteur à 200 miles par heure. Il frappe les cylindres avant de plein fouet. Mais les cylindres arrière, il secoua la tête. Ils sont dans l'ombre aérodynamique des cylindres avant. L'air qui les atteint est déjà réchauffé en passant par les cylindres avant. Et il y a moins de volume d'air parce qu'une grande partie s'échappe par les ouvertures d'échappement avant même d'atteindre l'arrière. Que se passe-t-il si nous augmentons la taille des entrées d'air? Demanda quelqu'un. Déjà essayé. Cela n'aide que marginalement. L'air prend toujours le chemin de moindre résistance, qui est autour des cylindres arrière, pas à travers eux. Des refroidisseurs d'huile plus grands? Essayez aussi. Amélioration de 5%. Pas assez. De nouveaux volets de capot? Allen grimaça. Les nouveaux volets créent tellement de traînées que les pilotes ne peuvent pas maintenir la vitesse de montée s'ils les ouvrent complètement pendant le décollage. Nous avons échangé un problème thermique contre un problème aérodynamique. Un silence s'installa dans la pièce. Ces hommes représentaient des décennies d'expérience combinée en conception de moteurs. Ils avaient construit les moteurs qui propulsaient les P-51 Mustang, les B-17, les B-24. Ils comprenaient le flux d'air, le transfert de chaleur, la thermodynamique. Et pourtant, le R3350 les battait. « Il doit y avoir une solution », dit finalement l'un des ingénieurs seniors. « Nous avons juste besoin de plus de temps pour la trouver. » Allen secoua la tête. « Nous n'avons pas plus de temps. Le général Arnold veut des B-29 en combat en juin.
C'est dans 12 semaines. 12 semaines? L'ingénieur était incrédule. C'est impossible. Une refonte complète du moteur prendrait au moins 1 an. Alors, nous ferions mieux de trouver une solution qui ne nécessite pas de refonte complète. Allen regarda chaque homme dans les yeux. Parce que si nous ne le faisons pas, ce programme est annulé. 3 milliards de dollars dans les toilettes. Et toute cette guerre dans le Pacifique devient beaucoup plus sanglante. À travers le pays, à Cleveland, Ohio, le National Advisory Committee for Aeronautics menait ses propres tests. La NACA, précurseur de la NASA, possédait le laboratoire de recherche sur les moteurs d'avion le plus avancé du monde. Leur installation comprenait une énorme soufflerie capable de simuler des conditions de vol à n'importe quelle altitude, jusqu'à 40 000 pieds. En juin 1944, ils avaient un B-29 entier à l'intérieur de cette soufflerie, tous les instruments du monde branchés sur ces moteurs R-350. Pendant des semaines, ils ont fait tourner ces moteurs, variant la puissance, l'altitude, la vitesse, enregistrant chaque paramètre imaginable. Les résultats confirmaient ce que Boeing avait déjà découvert, flux d'air inadéquat vers les cylindres arrière. Mais les ingénieurs de la NACA allèrent plus loin. Ils utilisèrent des fils de fumée pour visualiser les schémas de flux d'air à l'intérieur du compartiment moteur. Ce qu'ils virent était révélateur. L'air entrant par les entrées avant frappait les cylindres, avant comme prévu. Mais ensuite, au lieu de circuler uniformément autour et à travers le moteur, il formait des tourbillons et des zones mortes. Une grande partie de l'air passait simplement autour du moteur et sortait par les volets de sortie arrière, prenant le chemin de moindre résistance. Les cylindres arrière étaient assis dans ce que les ingénieurs appelaient une zone de séparation de flux. Essentiellement un angle mort aérodynamique où l'air se déplaçait à peine. Le directeur de la recherche de la NACA rédigea son rapport avec une franchise brutale. Le problème du R-350 est fondamentalement insoluble sans une refonte complète du système de refroidissement du moteur. Les lois de la thermodynamique et de la dynamique des fluides sont contre nous. L'air ne peut pas être forcé à circuler là où il ne veut pas naturellement aller sans créer une traînée aérodynamique inacceptable ou nécessiter des modifications structurelles majeures de l'avion. Lorsque ce rapport atteignit le bureau du général Arnold, il le lut 2 fois, puis le jeta à travers la pièce. « Insoluble !» grommela-t-il. « Nous avons mis des hommes dans des avions qui peuvent voler à travers le monde. Nous avons construit des cuirassés qui déplacent 50 000 tonnes. Nous sommes en train de diviser l'atome. Et ces soi-disant génies me disent qu'ils ne peuvent pas garder un moteur au frais. » Son adjoint, un colonel qui avait travaillé avec Arnold depuis 10 ans, dit doucement « Monsieur, peut-être devrions-nous envisager de retarder le déploiement du B-29 jusqu'à ce que... » « Retarder ?» Arnold se tourna, ses yeux brillants. « Retarder pourquoi? Pour regarder plus de Marines mourir à Iwo Jima? Pour voir plus de soldats se noyer dans la jungle de Nouvelle-Guinée? Non. Le B-29 vole en combat en juin, même si je dois personnellement piloter chaque maudit avion à Tokyo. » Mais en privé, seul dans son bureau la nuit, Arnold se demandait s'il avait fait une terrible erreur. Peut-être que le B-29 était trop ambitieux. Peut-être qu'ils avaient poussé la technologie trop loin, trop vite. Peut-être que l'Amérique avait gaspillé 3 milliards de dollars sur un rêve impossible. Il ne savait pas qu'à ce moment même, à Pratt Army Airfield au Kansas, un mécanicien de service qui avait passé la majeure partie de sa vie adulte à installer des toilettes et à réparer des tuyaux qui fuyaient, regardait un moteur R-350 et avait une idée qui changerait tout. Chapitre 3. L'homme de Cleveland. Antonio Validor n'avait jamais imaginé qu'il se retrouverait dans l'armée. Né en 1906 dans le quartier de Little Italy de Cleveland, fils d'un immigré italien qui gagnait sa vie en réparant des tuyaux cassés, Tony avait quitté l'école à 14 ans. Non pas parce qu'il n'aimait pas apprendre, mais parce que sa famille avait besoin de l'argent. Son père, Giuseppe Validor, dirigeait une petite entreprise de plomberie depuis le sous-sol de leur maison de Cleveland. Giuseppe n'avait pas beaucoup d'éducation formelle. Il ne savait même pas lire l'anglais, mais il comprenait l'eau et les tuyaux d'une manière presque mystique.
Il pouvait diagnostiquer un problème de plomberie simplement en écoutant le son de l'eau dans les tuyaux. « Tony, » disait Giuseppe dans son anglais cassé, « l'eau, elle veut toujours aller quelque part. Ton travail est de lui dire où aller. Tu ne luttes pas avec l'eau. Tu lui construis un chemin qu'elle veut suivre. » Le jeune Tony passait ses journées après l'école et pendant les week-ends à ramper dans des sous-sols humides et moisis, apprenant le métier. Il apprit que l'eau suit toujours le chemin de moindre résistance. Il apprit que si un tuyau est trop étroit, la pression s'accumule jusqu'à ce que quelque chose éclate. Il apprit que la chaleur fait que les liquides se déplacent plus rapidement et le froid les ralentit. Il apprit surtout que la plupart des problèmes de plomberie n'étaient pas vraiment compliqués. Ils semblaient compliqués parce que les gens les regardèrent de la mauvaise façon. Un tuyau bouché n'est pas un mystère, c'est juste quelque chose qui bloque le flux. Une fuite n'est pas une catastrophe, c'est juste le fluide qui trouve un chemin que vous ne vouliez pas qu'il prenne. La plomberie, disait Giuseppe, c'est simple, les gens la rendent compliquée. Tony travaillait avec son père pendant 15 ans, de 1920 à 1935. Ils installaient des éviers, réparaient des chaudières, couraient des conduites d'eau à travers de vieilles maisons victoriennes où les murs n'étaient jamais droits et les plans de l'architecte original avaient été perdus depuis longtemps. C'était un travail dur, sale et pas particulièrement bien payé. Mais Tony était bon dans ce domaine. Il était particulièrement bon pour résoudre des problèmes que d'autres plombiers disaient impossibles. Une maison de Shaker Heights avait une chaudière qui continuait à surchauffer malgré que 3 plombiers différents aient essayé de la réparer. Tony y jeta un coup d'œil pendant 10 minutes, puis installa un petit tuyau de dérivation qui dirigeait une partie de l'eau chaude loin du réservoir principal. Problème résolu. « Comment as-tu su faire ça ?» demanda le propriétaire émerveillé. Tony haussa les épaules. L'eau devenait trop chaude parce qu'elle restait au même endroit trop longtemps. Je lui ai juste donné un endroit où aller pour qu'elle ne cuisait pas dans le réservoir. De la plomberie de base. Lorsque la Grande Dépression frappa, l'entreprise de plomberie souffrit. Les gens ne pouvaient pas se permettre de réparer leurs tuyaux qui fuyaient. Ils mettaient juste des seaux en dessous. Mais Giuseppe et Tony survécurent en étant meilleurs et moins chers que la concurrence. Ils travaillaient tard le soir. Ils acceptaient les paiements échelonnés. Ils ne refusaient jamais un travail. En 1935, Giuseppe mourut d'une crise cardiaque à l'âge de 58 ans, s'effondrant dans le sous-sol d'une maison sur la 115e rue alors qu'il installait un nouveau chauffe-eau. Tony, alors âgé de 29 ans, reprit l'entreprise. Il se maria l'année suivante, eut 3 enfants avant 1941. Lorsque Pearl Harbor fut attaqué le 7 décembre 1941, Tony avait 35 ans. Trop vieux pour être enrôlé pour le service de combat, trop établi avec une famille et une entreprise. Mais en 1942, alors que la machine de guerre américaine montait en puissance, l'armée avait désespérément besoin de mécaniciens. Pas de pilotes. Il y avait beaucoup de jeunes hommes qui voulaient voler. Mais des mécaniciens, des gars qui pouvaient prendre une machine cassée et la faire fonctionner à nouveau, c'était une denrée rare. Un recruteur de l'armée vint à Cleveland en mars 1942, établissant un bureau temporaire dans un gymnase de lycée. Tony passa un jour, principalement par curiosité. Le recruteur lui demanda ce qu'il faisait dans la vie civile. « Plomberie », dit Tony. Les yeux du recruteur s'illuminèrent. « Vous comprenez les systèmes hydrauliques? Je comprends comment faire circuler les fluides à travers les tuyaux, si c'est ce que vous demandez. Avez-vous déjà travaillé sur des machines, moteurs, quelque chose de mécanique? J'ai réparé assez de chaudières et de pompes. Un moteur, c'est juste une pompe compliquée, non? » Le recruteur sourit. « Sergent, je peux faire de vous un mécanicien d'avion en 3 mois. L'armée a besoin d'hommes qui comprennent comment les choses fonctionnent. Vous intéressez? » Tony regarda par la fenêtre du gymnase le ciel gris de Cleveland. Il pensa à ses 3 enfants, à sa femme, à l'entreprise de plomberie de son père. Puis il pensa aux gars de son quartier qui s'étaient déjà enrôlés, au visage des jeunes hommes dans les journaux qui ne reviendraient jamais. « Ouais, » dit-il finalement. « Ouais, je suis intéressé. » Le 15 avril 1942,
Tony Validor prêta serment dans l'armée des États-Unis. Ils l'envoyèrent immédiatement à l'école de formation de mécaniciens d'avion à Chanutfield, Illinois. Pendant 12 semaines, il apprit tout sur les moteurs d'avion. Moteurs en ligne, moteurs radio, turbocompresseurs, carburateurs, magnéto, hélices. Les instructeurs s'attendaient à ce que Tony, avec seulement une éducation de 7e année, ait du mal avec le matériel technique. Ils avaient tort. Tony comprenait les moteurs immédiatement parce qu'il les voyait comme des systèmes de plomberie. Le carburant était juste du fluide qui devait aller du réservoir au moteur. L'huile était juste du fluide qui devait circuler pour garder les pièces mobiles lubrifiées. L'air de refroidissement était juste... de l'air, mais l'air est un fluide aussi, non? Il obtint son diplôme en tête de sa classe. Pas parce qu'il avait mémorisé les manuels. Il ne pouvait même pas lire la moitié des mots techniques. Mais parce que lorsque les instructeurs apportaient un moteur cassé et demandaient aux élèves de diagnostiquer le problème, Tony pouvait regarder, écouter, sentir et dire exactement ce qui n'allait pas. « Comment savez-vous que c'est une fuite de joint de culasse ?» demanda un instructeur impressionné. « Je peux sentir les gaz d'échappement venant de là où ils ne devraient pas être, » dit Tony. « Même principe qu'une fuite de gaz dans une maison. Le fluide va là où il n'est pas censé aller. » En août 1942, le sergent technique Antonio Validor fut affecté à Pratt Army Airfield au Kansas. À l'époque, Pratt formait principalement des équipages de B-17 et de B-24. Tony passa 18 mois à entretenir ces avions, apprenant leurs bizarreries, leurs faiblesses, comment les maintenir en vol. Puis, au début de 1944, les B-29 commencèrent à arriver. Tony ne fut pas immédiatement impressionné. Bien sûr, le B-29 était énorme. Bien sûr, il était élégant et argenté et moderne. Mais Tony avait appris à ne pas faire confiance aux choses flashy. Il faisait confiance aux choses qui fonctionnaient. Et le B-29 ne fonctionnait pas. Le premier moteur R-3350 que Tony vit de près venait d'être retiré d'un avion après avoir pris feu pendant le décollage. Le moteur était un désordre tordu et fondu d'aluminium et d'acier. Le capot moteur avait fondu. Les bougies d'allumage avaient fondu. Une partie du carter moteur en magnésium avait brûlé si intensément qu'elle avait créé un trou de la taille d'un poing. « Qu'est-ce qui a causé ça ?» demanda Tony à son sergent-chef. « Surchauffe des cylindres arrière, ils disent que c'est un problème de conception. Pas assez d'air de refroidissement. » Tony regarda le moteur plus attentivement. Quelque chose le dérangeait, mais il ne pouvait pas dire exactement quoi. Les dégâts par le feu étaient évidents, mais quelque chose d'autre. Quelque chose sur la façon dont le moteur était configuré. « Combien de ces incendies nous avons eus ?» demanda Tony. Le sergent haussa les épaules. « 4 cette semaine. 12 le mois dernier. Boeing et Wright essaient de le réparer, mais personne ne sait comment. » Tony continua à fixer le moteur, ce sentiment dérangeant grandissant dans son intestin. C'était le même sentiment qu'il avait quand il regardait un système de plomberie défectueux et savait, juste savait, que quelque chose n'allait pas dans la façon dont il était configuré. Il ne le savait pas encore, mais ce sentiment dérangeant était sur le point de sauver le programme B-29 entier, et peut-être la guerre dans le Pacifique avec lui. Chapitre 4. La révélation. Septembre 1944. L'été avait été brutal à Pratt Army Airfield. Tony Validor avait passé ses mois à travailler sur les moteurs R-3350, les démontant, les inspectant, essayant de comprendre pourquoi ils continuaient à échouer. Les manuels de Wright Aeronautical disaient que c'était un problème de flux d'air. Les ingénieurs de Boeing disaient que c'était un problème de déflecteur. Tout le monde avait une théorie. Mais Tony avait remarqué quelque chose que personne d'autre ne semblait voir. Lorsqu'il inspectait les moteurs qui avaient échoué en raison de surchauffe des cylindres arrière, les dommages thermiques réels ne correspondaient pas aux lectures de température que les pilotes rapportaient. Un pilote rapporterait que les cylindres arrière avaient atteint 650 degrés avant que le moteur ne prenne feu. Mais lorsque Tony inspectait ces cylindres après coup, il ne montrait souvent pas le type de dommages thermiques qu'on verrait de telles températures extrêmes.
Les ailettes de refroidissement étaient propres. Les dépôts d'huile n'étaient pas cuits. Le métal ne montrait pas la décoloration caractéristique du stress thermique sévère. C'était comme si les cylindres ne recevaient pas assez de chaleur pour créer ces dommages, et pourtant ils échouaient quand même. Un après-midi de septembre, Tony était à genoux à côté d'un moteur R3350 qui avait été retiré pour inspection après que le pilote ait rapporté des températures élevées. Le moteur était monté sur un chariot de maintenance, complètement exposé, tous ses secrets visibles. Tony avait passé l'heure dernière à tracer le chemin que l'air de refroidissement était censé suivre à travers le compartiment moteur. Son sergent-chef, un homme bourru du nom de Patterson qui avait servi en Afrique du Nord, passa à côté. « Tu perds ton temps, Validor, » dit Patterson. « Les ingénieurs disent que c'est insoluble. Nous devons juste vivre avec jusqu'à ce qu'ils nous donnent de nouveaux moteurs. » Tony ne leva pas les yeux. « Chef, pouvez-vous me dire quelque chose? » « Quoi? Ces lectures de température que les pilotes obtiennent, où sont les capteurs qui les mesurent? » Patterson fronça les sourcils. « Ils sont vissés dans les culasses. Pourquoi? » « Quel cylindre? » « Le plus chaud, généralement. Cylindre arrière numéro 7, je pense. » « Un seul capteur pour 9 cylindres arrière? » « Ouais. Ils ne peuvent pas mettre de capteur sur chaque cylindre. Ce serait trop de poids et de câblage. » Tony hocha lentement la tête, cette idée dérangeante prenant forme dans son esprit. « Chef, et si le cylindre où le capteur est installé n'est pas le plus chaud? »« Quoi? Et si le cylindre avec le capteur est en fait plus frais que certains des autres cylindres arrière? Alors la jauge montre 550 degrés, mais d'autres cylindres que nous ne mesurons pas pourraient être à 600 ou 650. » Patterson y réfléchit. « Je suppose que c'est possible. Mais pourquoi certains cylindres seraient-ils plus chauds que d'autres? Ils sont tous dans la même rangée arrière, tous obtendraient le même flux d'air, non? »« Non, » dit Tony, se levant et époussetant ses genoux. « Non, je ne pense pas. Regardez !» Il traça sa main à travers l'air au-dessus du moteur. L'air entre par ici, à travers ces entrées. Il frappe les cylindres avant. 1, 3, 5, cela directement dans le flux d'air. Mais les cylindres avant 2, 4, 6, ils sont légèrement décalés. Ils obtiennent moins de flux d'air direct. D'accord. Maintenant, l'air qui passe par les cylindres avant est censé circuler autour et refroidir les cylindres arrière. Mais il doit passer à travers un espace d'un demi-pouce entre ces déflecteurs et les ailettes de refroidissement. C'est un chemin vraiment étroit et restrictif. Pendant ce temps, il y a ces grandes ouvertures de sortie à l'arrière du capot. Tony pointa vers les volets de capot arrière. L'air prend le chemin de moindre résistance. Il ne veut pas se presser à travers ces petits espaces serrés autour des cylindres arrière. Il veut sortir directement par ces grandes ouvertures de sortie. Patterson étudia le moteur avec un œil neuf. « Alors tu dis que les cylindres arrière ne reçoivent pas d'air parce que l'air prend des raccourcis autour d'eux? » « Exactement. C'est la même chose qui se passe dans un système de plomberie mal conçu. Vous avez un tuyau principal avec plusieurs branches. L'eau prendra les branches les plus faciles en premier. Les branches avec plus de résistance obtiennent moins de flux. Parfois, elles n'obtiennent pas de flux du tout. » Bon sang! Patterson secoua la tête. « Mais si c'est le problème, pourquoi les ingénieurs ne l'ont-ils pas compris? Ce sont des types intelligents du MIT et de Caltech. » Tony haussa les épaules. « Ils pensent en termes de conception de moteur. Moi, je pense en termes de plomberie. Un moteur n'est qu'un système de plomberie compliqué quand on y réfléchit. Du carburant entrant, des gaz d'échappement sortant, de l'air circulant. Tout est question de flux. Alors quelle est ta solution, génie de la plomberie? » C'est là que Tony eut son moment de révélation. C'était tellement évident, tellement simple, qu'il ne pouvait pas croire que personne n'y avait pensé avant. Vous ne pouvez pas forcer l'air à la loi ou il n'y vute. Pas la naturellement, dit Tony. Boeing continue d'essayer d'augmenter la pression d'air en rendant les entrées plus grandes.
Mais 2CET air supplémentaire pra, just les mams chemins facels cest comme essayer de repérer la pression d'odans UNA, maison en augmentant la pression de la conduite principale. Cela n'aide PAC les tuaux des branchements sont toujours bouches alors que fais-tu? To installs, des tuyaux, des conduits. To pra les directement des entrées et to, la chemins directement law O2N, as besoin en conterent tos, les chemins faciles, to ni Louis duns aucun choix, to construire un toyo culaire, doit suivre Patterson la regarde comme si, avait perdu l'esprit, des conduits. Tu veux installer des conduits dans un moteur d'avion perquet on installe des conduits dans les maisons pour acheminer l'air chaud, des fournaises vers différentes pieces, même principe validor ist. CE sant des ingenieurs aeronautiques quant concu, CE motor des gens avec des planes 2 penses vraiment qu'il n'ont pas. Pence a quelque chose d'aussi simple que des conduits, Peter qu'il wyant pence et l'entregit. Ou Peter qu'il ni l'ont pas, consider parce qu'il cherchient des solutions. Sophistiques ACE qu'il pensient, eta un problème sophistiqué. Tony regarda Patterson directement, dans les yeux chef man peut répéter toujours que, les miles correctifs sont les, correctifs simples. Si ton système de plomberie est complexe, tu n'y le rends pas, plus complexe pour la réparer. Tu trouves la partie simple qui fonction PAET2, la repose ET2 penses que les conduits, la réparant, G pense que, thelavort, la peine d'essayer, la paire qui pace arriva, fella ni fonction PA, it nous ni sommes PA piers quavant, la mila qui pace arriva. Nous resolvons le problème le plus important auquel le programme B29 est confronté. Patterson était silencio pendant un long moment. Enfin il dit, tu devras le présenter au lieutenant Evans. Il est l'officier de maintenance. Si quelqu'un va approuver quelque chose comme quoi si sera lui d'accord, quand puisque lui parler, il est dans la bureau, do hanger maintenant, mais validor. Patterson posa sa main sur la pile de Tony. Ses gars D. Rightfield et D. Boeing, is travaillant sur CE problem DP, des mois avec des millions de dollars d'équipement et d'expertise to ease sur le point d'entre lat dedans ETXYO DIASATR TASADR A clé plembier A la réponse TAER TAA or AOCR or RSAOAOAOAOAO SA2 or bar 8 SA bar O SS8 Tony regarda le motor R3350 pensant à tous les avions qui avaient brûlé, à tous les membres d'équipage
dialogue, quiet morts, atos les pilots, quiave per de decoller, pas qu'il ni savient, pas si leurs motors alliant prendre feu, il pensa asa propre, fem et ses, enfants et Cleveland, etos les peurs et fils, et frères qui volient dans seas, aviens way dital, way G Suisse sir, il se tourna, et se dirigia vers la bureau son cœur, battant ses palmes moits sachant, qu'il était sur la pointe de soir, résoudre la place grand problème du programme. B29 soit se rendre ridicule au lieu de tous, ce qu'il devrait respecter, mais Tony Valador n'avait jamais eu peur de paraître stupide. Il avait pas quinze ans et rampadans, les sous et repère des toilettes. Si repère des toilettes lui avait insane quelque chose c'est que la Fiat ni ressout pa les problèmes, la travail à can, la fête la bonne, sans la fête, et parfois, pense Tony N. Ouvrant la porte du bureau, parfois un plombier, voit des choses que les ingénieurs manquent Chapter 5, La Bataille pour l'innovation. La Lieutenant Robert Evans était aussi à son bureau, en tas sous des reports de maintenance, quand la sergent Valador fret. Evans leva les yeux, vit la mécanicien en combinaison, celle des bottes dans l'embrasure de la porte, et soupira intérieurement, c'était la victime JUNID, pour réparer la B29 qu'il avait entendu si moi c'est jusqu'à présent. Toutes les suggestions avaient été soit impossibles, soit absurdes, soit dacia see et etuis. Entre sergent dit Evans, essayant de garder la fatigue hors d'assaut voix quest CEQG peut faire pour vous. Tony entra ses tenant mau hélas devant le bureau. Il n'avait jamais été hélas autre des officiers. Monsieur G. pense savoir comment réparer le problème de surchauffe DR3350. Evans posa son stylo. Malgré son scepticisme, il devait au moins écouter. Le général Arnold appellat tous les jours maintenant exigent des progrès. Boeing était à court d'idées. Right aeronautical desqu'une refont complete, prendrit dixuit, moi quelqu'un quelque part, devait avoir, une solution, d'accord sergent expliquez-moi. Tony prit une profonde inspiration. Monsieur le problème n'est pas la quantité d'air, de refroidissement entrant dans le compartiment moteur, le problème est OVACET air. Il prend les chemins de moindre résistance, qui sont autres des cylindres arrière PAA, travers O. Les cylindres arrière sont aussi dans des zones mortes aerodynamiques. Evans Hotcha Latit. C'est la consensus actuel. Oui, c'est pourquoi Boeing SAI de redessiner les deflectors pour améliorer la flux d'air. Mais repenser.
Les deflectors signify modifier le motor entire, ce qui pra to d temps et cote cont g pence keel, yaune facen plus simple qui est, installer des conduits qui accumulent l'air des refroidissement, directement des entrées aux cylindres arrêtés, des petits conduits N, aluminium qui se fixant aux deflectors existence. Aucune modification du moteur. Aucune modification du capot. Just les conduits. Evans la regarde fixement. Des conduits. Oui, monsieur. Comme les conduits DCVC dans un bâtiment, mais plus petits et concus pour s'adapter author des composants du moteur sergent les milers ingénieurs aéronautiques d'Amérique travaillant sur ce problème. Pensez-vous vraiment que personne n'a consider quelque chose d'aussi basique que des conduits? Tony avait préparé cette question. Monsieur, parfois, les experts sont tellement consenters sur des solutions complexes qu'ils manquent les simples. J. Pass Kangs ans comme plombier avant la guerre. Un moteur n'est qu'un système de plomberie sophistiqué. Le carburant circule, le wheel circule, l'air circule, tous les fluides, et les fluides, suivant des règles prévisibles. Et vous pensez que votre expérience en plomberie vous donne un aperçu que les ingénieurs du MIT n'ont pas. Il y avait du scepticisme clair dans la voix d'Evans, mais Tony la dépasse. Monsieur G. Nidis, PAQG Suisse, plus intelligent QO, G dis QG regarde, la problème d'expériment, les ingénieurs, voyant, un mot, GVA, un système D2O, avec un problème de flux. Evans se pencha enariri dans essai chez UNA, partie de Louis Vallée, regita thella immédiatement, insurgent avec UNA Education, de septième, année segrant qu'il pourrait résoudre un problème qui défiait les meilleurs esprits techniques du pays. C'était absurde mais d'une autre quitte le programme B-29 était désespère, ces avions complètement détruits, 47 autres gravement endommagés. Deux membres d'équipage morts la semaine dernière. CN Simple Sergeant Yvette UNID Aussie Absurd Swallowny Devratil Par au moins le Cauta de Cord Sergeant Dit Finalment Evans Deitzmean Plus Comment ces conduits fonctionnarian tales exactement. Tony Saint-Mar Monsieur. Les cylindres arrièrent besoin d'un flux d'air direct, non contamine, l'air qui audacia passe par les cylindres avant est chauffé à moins de capacité de refroidissement. Donc, nous devons prendre l'air frais de l'entrée et la contenir autre des cylindres avant de en l'acheminant directement vers l'arrière, contenir les cylindres avant n'auront pas besoin de leur refroidissement. Ils obtiennent déjà beaucoup de refroidissement du flux d'air d'impact direct. Ils n'ont pas de problème. Ce sont les cylindres arrière qui meurent de faim. Nous devons leur donner leur propre approvisionnement en air dédié. Evans réfléchit. Combien de poids ces conduits ajouteraient-ils?
Peut-être 5 livres par moteur, monsieur. Feuilles d'aluminium mince, juste assez épaisses pour maintenir sa forme. Et il s'adapterait autour de tous les composants existants? Aucune modification? C'est l'idée, monsieur. Je devrais les fabriquer en tôle pour m'assurer qu'ils s'adaptent correctement. Mais en théorie, ils se fixent juste sur les points de montage des déflecteurs existants. Evans tambourina ses doigts sur le bureau. C'était fou. C'était tellement simple que cela semblait stupide. Mais qu'avait-il à perdre? Combien de temps cela prendrait-il pour fabriquer un ensemble de prototypes? Donnez-moi accès à l'atelier de tôle et à un moteur pour prendre des mesures. 48 heures, peut-être moins. Et vous pouvez les installer sans modifier le moteur ou le capot? Oui, monsieur, c'est toute la beauté. C'est une modification rétroactible. Si cela fonctionne, nous pouvons le faire sur chaque B-29 déjà construit sans les démolir. Evans prit sa décision. D'accord, sergent. Vous avez 48 heures. Faites vos conduits. Nous les testerons sur un moteur au banc d'essai. Si, et c'est un grand si, s'ils montrent des résultats prometteurs, nous les essaierons sur un vol test. Mais Validor? Oui, monsieur. Si cela ne fonctionne pas, si cela aggrave les choses, si cela cause le moindre problème de sécurité, vous êtes de retour aux inspections des prévols et vous n'approcherez plus jamais d'un moteur R3350. Compris? Compris, monsieur. Alors partez, 48 heures. Tony salua et se précipita hors du bureau, son esprit déjà en train de concevoir. Il ne pouvait pas dessiner de plan d'ingénierie. Il ne connaissait pas toutes les conventions et symboles, mais il pouvait visualiser exactement ce dont il avait besoin. Des conduits en forme de C qui s'enrouleraient autour des cylindres avant, ramassant l'air frais de l'entrée et le livrant directement aux cylindres arrière. Il passa les 36 heures suivantes dans l'atelier de tôle, travaillant avec à peine de pause pour dormir ou manger. Il coupa et plia des feuilles d'aluminium, testant l'ajustement contre un moteur démonté, ajustant, modifiant, perfectionnant. Les autres mécaniciens le regardaient avec un mélange de curiosité et de scepticisme. « Qu'est-ce que tu fais, Tony » demanda l'un d'eux. « Je répare le B-29, » dit Tony, ne levant pas les yeux de son travail. « Ouais, bien sûr. Toi et quelle armée d'ingénieurs » Tony sourit mais ne répondit pas. Il savait à quoi cela ressemblait. Un sergent simple pensant qu'il pourrait résoudre ce que les meilleurs cerveaux du pays ne pouvaient pas. Mais Tony n'avait jamais été inquiet de ce que les gens pensaient. Il se souciait de ce qui fonctionnait. À 400 du matin du deuxième jour, il avait 12 conduits terminés. Ils étaient grossiers, pas joliment polis comme des pièces d'usine. Mais ils s'adaptaient. Ils s'encliquetaient sur les déflecteurs existants avec de simples pinces à fil. Ils acheminaient l'air frais des entrées directement vers les zones qui en avaient le plus besoin. Quand le sergent-chef Patterson les vit plus tard ce matin-là, il secoua la tête. Ils ressemblent à des becs de canard. Tant qu'ils fonctionnent, tu peux les appeler comme tu veux. Conduit de canard de Tony a un certain son. Tony installa les conduits sur un moteur de test cet après-midi-là. Le lieutenant Evans regarda, prenant des notes, son visage neutre. Ils firent tourner le moteur sur le banc d'essai, augmentant progressivement la puissance, surveillant les températures. Les résultats furent intéressants, pas concluants. Il était difficile de vraiment stresser thermiquement un moteur sur un banc d'essai comme cela se produisait en vol mais intéressant. Les températures des cylindres arrière étaient certainement plus uniformes à travers tous les cylindres, suggérant une meilleure distribution de l'air de refroidissement. « Nous devons le tester en vol », dit Evans. « C'est la seule façon de savoir vraiment. »« Quel pilote va voler un avion avec ma modification non testée dessus ?» demanda Tony. Evans sourit légèrement. « Laisse-moi m'en occuper. » Le capitaine James Sullivan avait plus de 600 heures en B-29. Il avait survécu à 3 incendies moteurs, dont un qui avait presque abattu son avion au-dessus de l'océan Pacifique pendant un vol de convoyage. Quand le lieutenant Evans lui demanda de piloter un avion de test avec les conduits de canard de Validor installés, sa première réaction fut de rire. « Vous plaisantez. »« Je ne plaisante pas, capitaine. Le général Arnold appelle tous les jours. Boeing n'a pas de solution. Wright Aeronautical n'a pas de solution.
Ce sergent a une idée, et nous devons la tester. C'est un sergent, un mécanicien, pas un ingénieur. Je sais ce qu'il est. Je sais aussi que nous n'avons pas d'autres options. Volez l'avion, capitaine. Si les conduits causent des problèmes, avortez le vol et revenez. Mais au moins, donnons-lui une chance. Sullivan regarda l'avion B-29 stationné sur le tarmac, le soleil de fin d'après-midi reflétant sur son fuselage argenté. Le moteur numéro 3 avait les conduits de Validor installés. Les 3 autres moteurs étaient standards. Sullivan pouvait comparer directement pendant le vol. « D'accord, » dit-il finalement. « Mais si ces conduits de canard provoquent une surchauffe et que je dois éteindre ce moteur, je vais personnellement les enfoncer dans un endroit où le sergent Validor ne verra plus jamais la lumière du jour. » Evans sourit. Notez, le 12 novembre 1944, par une après-midi claire et fraîche du Kansas, le capitaine Sullivan démarra les 4 moteurs du B-29. La foule s'était rassemblée, des pilotes, des mécaniciens, même quelques officiers de la base qui avaient entendu parler du test. Tony Validor se tenait sur le côté, son estomac noué, regardant son travail sur le point d'être jugé. Sullivan fit rouler l'avion jusqu'à la piste, termina ses vérifications avant le décollage et poussa les manettes des gaz vers l'avant. Les 4 Wright R-3350 rugirent. L'énorme bombardier prit de la vitesse, son nez se leva et il s'envola dans le ciel du Kansas. Pendant les 3 heures suivantes, Sullivan mit l'avion à travers toutes les manœuvres qu'il pouvait imaginer. Décollage à pleine puissance, montée raide, puissance de croisière, plongées et virages. Il vola à basse altitude où l'air était dense et chaud. Il monta à 25 000 pieds où l'air était mince et glacial. Et tout le temps, ses yeux restaient fixés sur les jauges de température. Moteur 1, température des cylindres arrière, 590 dur. Moteur 2, température des cylindres arrière, 585 dur. Moteur 3, avec les conduits Validor, température des cylindres arrière, 485 dur. Moteur 4, température des cylindres arrière, 595 dur. Moteur 3, fonctionnait 100 degrés plus frais que les autres moteurs. 100 degrés. C'était la différence entre un moteur qui allait échouer et un moteur qui pourrait voler pour toujours. Quand Sullivan atterrit 3 heures plus tard, il roula directement vers le hangar de maintenance et coupa les moteurs. Avant même que les hélices ne s'arrêtent de tourner, il descendait l'échelle et cherchait le sergent Validor. Tony se tenait avec le sergent-chef Patterson, se tordant les mains, essayant de lire l'expression sur le visage de Sullivan alors qu'il marchait vers eux. « Sergent !» dit Sullivan, sa voix neutre. « Oui, monsieur ?»« Vos conduits de canard fonctionnent. Ils fonctionnent mieux que tout ce que Boeing a essayé. Je veux 4 autres avions équipés immédiatement. Et je veux un transfert vers la première unité de combat qui les obtient, parce que je ne volerai plus jamais un B-29 sans votre modification. » Tony sentit ses genoux devenir faibles. Ça a fonctionné? 100 degrés plus frais pendant le vol entier, même en montée complète, même en puissance de décollage. Le moteur 3 n'a jamais dépassé 490 degrés. Les autres moteurs atteignaient tous 590 ou plus. Patterson laissa échapper un cri et frappa Tony dans le dos assez fort pour le faire trébucher. « Validor, espèce de fils de pute brillant! Tu l'as fait !» Le lieutenant Evans se tenait à proximité, ayant observé toute l'interaction. Il s'approcha lentement, regardant Tony avec une expression que Tony ne pouvait pas vraiment déchiffrer. « Sergent Validor !» dit Evans formellement. Tony se redressa. « Monsieur, je vous dois des excuses. Quand vous êtes entré dans mon bureau il y a 2 jours, j'ai pensé que vous étiez fou. J'ai pensé que vous étiez juste un autre mécanicien avec une idée sauvage qui ne mènerait nulle part. J'avais tort, complètement tort. Monsieur, Ne soyez pas modeste, sergent. Vous venez de résoudre le plus grand problème du programme B-29. Savez-vous ce que cela signifie? Tony secoua la tête. Cela signifie que nous pouvons réellement gagner cette guerre. Cela signifie que nos bombardiers peuvent frapper le Japon sans brûler en route. Cela signifie que des milliers de pilotes et d'équipages rentreront chez eux vers leurs familles au lieu de mourir dans des avions qui se sont autodétruits. Vous avez sauvé des vies, sergent. Beaucoup de vies.
Tony sentit les émotions monter en lui. Soulagement, fierté, épuisement. « J'ai juste fait ce que n'importe quel plombier aurait fait, monsieur. J'ai trouvé où le fluide ne circulait pas et j'ai construit un meilleur chemin. » Evans sourit. « Eh bien, votre plomberie vient de gagner la guerre aérienne. » Ce soir-là, un télégramme urgent fut envoyé de Pratt Army Airfield au bureau du général Arnold au Pentagone. Modification expérimentale du refroidissement par le SGT. Validor réduit la température des cylindres arrière de 100 plus degrés. Vol test réussi. Aucune modification du moteur ou du capot requise. Demande approbation pour production immédiate. Arnold lut le télégramme 3 fois, puis il appela son adjoint. « Qui diable est le sergent Validor ?»« Je vais me renseigner, monsieur. » 10 minutes plus tard, l'adjoint revint. « Sergent Antonio Validor, monsieur. 38 ans. Plombier de Cleveland avant la guerre. Éducation de 7e année. Affecté à Pratt comme mécanicien de moteur d'avion. » Un plombier. Arnold secoua la tête, un sourire lent se répandant sur son visage. Un putain de plombier de Cleveland résout ce que Wright et Boeing n'ont pas pu résoudre. Apparemment oui, monsieur. Envoyez une réponse. Approuvé pour production immédiate. Fabriquez suffisamment de kits pour équiper toute la flotte B-29. Et trouvez-moi ce sergent. Je veux le rencontrer personnellement. Oui, monsieur. Arnold regarda par sa fenêtre les monuments de Washington, pensant à tous les jeunes hommes qui voleraient dans des B-29 maintenant, qui rentreraient chez eux parce qu'un plombier de Cleveland avait regardé un problème différemment de tous les experts. Parfois, pensa Arnold, le génie ne vient pas de là où on l'attend. Parfois, il vient d'un sous-sol de Cleveland, transporté dans une boîte à outils, enveloppé dans le bon sens commun et 15 ans d'expérience à réparer des tuyaux qui fuient. La limite de caractère a été atteinte.